Cette histoire se passe en France, dans le département de la Nièvre, et plus précisément dans la petite commune de Druy-Parigny. Nous sommes le 25 octobre 1991, il est 20h35 lorsqu'Alain, qui a fini le travail, rentre chez lui. Et il s'inquiète car il constate que Marie-Claire, sa compagne de 38 ans, n'est pas rentrée, alors que, d'habitude, à cette heure-là, elle est déjà à la maison avec leur fille de 2 ans. Il part alors chez ses beaux-parents, qui gardent leur petite fille la journée, et eux aussi attendent leur fille. Ils n'ont pas plus de nouvelles. Ils ne se sont pas inquiétés, ils ont pensé au départ qu'elle devait être chez une copine et qu'elle allait passer plus tard. Mais en voyant leur gendre arriver, là, ils s'inquiètent. Alors ils appellent la police. Seulement, la police va leur répondre comme d'habitude, c'est-à-dire que comme Marie-Claire est majeure, il faut attendre 48 heures avant de pouvoir lancer quelconque recherche. Ça convainc pas vraiment Alain, et il décide alors d'appeler l'un des frères de Marie-Claire, Christian, et il lui demande s'il peut l'accompagner à la gare de Béart, là où Marie-Claire gare sa voiture tous les matins, pour voir si la voiture y est, et qu'est-ce qu'il a pu se passer. Arrivés à la gare de Béart, ils y trouveront bien la voiture de Marie-Claire, mais quelque chose cloche, la portière conducteur est entrouverte. Pour bien comprendre le contexte, Marie-Claire prend sa voiture tous les matins, de son domicile à la gare de Béart. Elle y laisse sa voiture et prend le train pour aller à Nevers. Tous les soirs, elle prend le bus de Nevers pour rentrer à la gare de Béart, récupère sa voiture, passe chercher sa fille chez ses parents et rentre chez elle. Le lendemain matin, après une nuit d'angoisse, Alain, qui a retrouvé le double des clés de la voiture de sa femme, se rend de nouveau à la gare pour récupérer la voiture et essayer de comprendre et d'y voir plus clair 2 jours. Sur le petit chemin menant au parking, il aperçoit une forme noire sur le bas-côté. Ce sont les bottes de sa femme. Elles sont, selon Alain, étonnamment bien posées, côte à côte, bien droites et pleines de boue. Alain récupère alors les bottes qu'il dépose sur le siège passager, il rentre chez lui et il rappelle immédiatement la police. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte. Un hélicoptère survole toute la région et les plongeurs sondent la Loire. Un périmètre de sécurité est tout d'abord délimité autour du parking. La police scientifique va y retrouver la clé de la voiture, par terre, dans le gravier, là où le véhicule est égaré. Des traces au sol, des traces qui peuvent correspondre à un corps qui a été traîné et qui aurait possiblement pu être ensuite placé dans une voiture. À 40 mètres, un manteau de femme bleu marine qui a lui aussi été traîné par terre a priori puisqu'il est plein de boue. Ensuite, une inspection de la voiture de Marie-Claire est effectuée au domicile à Druy-Parigny. On y prélève de la terre pour qu'elle soit comparée à la terre présente sur le parking de la gare. On y prélève aussi tous les mégots qui se trouvent dans le cendrier et les bottes, bien évidemment, qui sont placées sous scellé. Une perquisition du domicile du couple est effectuée et Alain est immédiatement placé en garde à vue à la gendarmerie d'Imphy. Les enquêteurs ont des soupçons. N'oublions pas qu'il a quand même déplacé la voiture, alors qu'il y avait quand même 2 choses très inquiétantes qu'il a pu constater par lui-même. La première, la portière ouverte, et la deuxième, les bottes de sa femme sur le bas-côté. Lors de sa garde à vue, il reconnaîtra le manteau de sa femme, qui a été découvert sur le parking. Il sera aussi examiné à la recherche de traces de lutte ou de griffures sur son corps, et son emploi du temps sera vérifié. Son employeur confirmera qu'il a bien fini à 20h ce soir-là. Marie-Claire Bégaud naît le 30 août 1954.
Elle grandit dans le département de la Nièvre, dans une famille de 10 enfants. Elle est décrite comme souriante, joyeuse et amoureuse de la nature. Elle travaille tout d'abord comme femme de ménage à la SNCF. Après plusieurs histoires d'amour chaotiques, en 1986, elle rencontre Alain au travail. Il est responsable des restaurants de la SNCF. Ils emménagent dans une maison à Druy-Parigny, à la campagne, et ils donnent naissance à une petite fille prénommée Anaïs. Quelques semaines avant sa disparition, Marie-Claire a repris ses études et suit une formation d'infirmière à Nevers. Le 27 octobre 1991, à 9h du matin, soit 2 jours après la disparition de Marie-Claire, la gendarmerie d'Imphy reçoit l'appel d'un pêcheur. Il a découvert un corps en bordure de Loire. Situé sur la rive droite de la Loire, à Imphy, à environ 10 km de la gare de Béart, c'est un endroit qui est fréquenté des pêcheurs. On y accède par un petit chemin en terre très difficile d'accès, laissant penser que cet endroit isolé était connu de l'auteur du crime parce qu'en fait on n'y arrive pas vraiment par hasard. Elle y est retrouvée sur le ventre, la partie inférieure de son corps est dénudée, mais elle porte encore tout le haut, son pull, son soutien-gorge qui n'est pas dégrafé, et ses bijoux. Un bandeau lui recouvre le nez, elle a les poignets et les chevilles ligotées avec son propre collant, mais aussi avec des bouts de ficelle. Ces mêmes morceaux de ficelle seront retrouvés également sous son corps. La partie supérieure de son corps est brûlée, et sa tête est couverte de résidus de papier brûlé. On constate que ce sont les livres et les cahiers qu'elle avait dans son sac qui ont servi de combustible. Un liquide visqueux part de son corps et s'écoule dans le fleuve, ce qui démontre qu'on a utilisé un accélérant à la crémation. Non loin de là, on va y retrouver sa jupe verte et un bidon d'huile bleu. Par contre, on ne retrouvera pas ni son sac, ni sa culotte. Intéressons-nous maintenant aux résultats de l'autopsie. Elle n'a pas de blessure par arme à feu, ce qui signifie qu'on ne lui a pas tiré dessus. Elle n'a pas de fracture, pas d'échymose, ce qui veut dire qu'on ne l'a pas non plus frappée. Elle n'a pas non plus de lésions particulières autour de ses liens. Donc elle avait des liens aux poignets et aux chevilles. Le fait qu'elle n'ait pas de lésions veut dire qu'elle ne se serait pas débattue, elle n'aurait pas essayé de les enlever. Des traces de sperme sont retrouvées. Malheureusement, il ne permet pas de conclure à une agression sexuelle. Au sujet de la carbonisation du corps, l'autopsie révèle que la combustion a duré plusieurs heures et a été effectuée après sa mort, post-mortem. Les analyses de sang de Marie-Claire révéleront qu'elle avait un taux d'alcoolémie de 0,90 g. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un petit taux, 0,90, ça correspond au moins à 3 à 4 verres d'alcool. Donc ça pose question, quand Marie-Claire a-t-elle bu, avec qui, pourquoi? La conclusion est que la cause de la mort de Marie-Claire reste inconnue, et le médecin légiste écrira sur le rapport d'autopsie que la date du décès peut correspondre à la date de sa disparition. « 12 gendarmes se chargent à temps plein du dossier. Tous les amis, collègues, proches de Marie-Claire sont entendus, mais également tous les passagers du train, du bus qu'elle emprunte chaque jour. Avec l'aide de tous ces témoignages, ils réussissent à retracer l'emploi du temps de Marie-Claire ce jour-là. Donc elle s'est bien rendue à sa formation, le matin comme d'habitude, elle y a passé sa journée et a fini vers 16h45. Ensuite, elle a fait les boutiques avec une copine de classe dans les rues de Nevers. Elle a ensuite pris le bus, qui l'a déposé à un arrêt à quelques centaines de mètres de la gare. Avec les témoignages des amis de Marie-Claire, ils se sont vite rendus compte que Marie-Claire avait des amants. Alors a priori, elle ne les collectionnait pas non plus, mais il est vrai qu'elle avait déjà eu des histoires extra-conjugales. Une proche amie de Marie-Claire déclarera même aux enquêteurs que Marie-Claire avait rencontré quelqu'un dernièrement, environ une semaine avant sa mort, qu'elle était très heureuse et que le soir, elle rentrait un peu tard chez elle parce qu'elle avait l'habitude de le rencontrer dans un bar au centre-ville de Nevers. Et elle devait même la voir quelques jours plus tard pour qu'elle lui en raconte un peu plus. Suite à ces révélations, les enquêteurs remettent Alain, le concubin de Marie-Hélène, sur écoute. Et ensuite, ils le remettent en garde à vue. Ils l'interrogent sur les amants de sa femme et Alain confie qu'il était au courant. Il revérifie de nouveau son alibi, mais c'est certain, Alain était au travail ce jour-là, toute la journée. Retour à la case départ. Mais les enquêteurs ne vont pas tarder à trouver un nouveau suspect.
parce que dès le lendemain de la découverte du corps de Marie-Claire, un certain Jean-Claude Porot, 23 ans, employé municipal de la commune de Béart, s'est présenté à la gendarmerie d'Inchy pour signaler qu'il a vu la voiture de Marie-Claire sur le parking de la gare le jour de sa disparition. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il se représentera de lui-même à la gendarmerie quelques jours plus tard pour signaler cette fois qu'il a également vu le jour de la disparition de Marie-Claire une voiture blanche qui roulait à vive allure sur le parking de la gare de Béart. Le père de Jean-Claude, qui sera lui aussi interrogé, comme tous les riverains proches de la gare, dira même avoir vu Marie-Claire à plusieurs reprises avoir des relations sexuelles avec un homme dans sa voiture sur le parking. Suite à ces déclarations plus ou moins étranges, le 3 décembre 1991, Jean-Claude est placé en garde à vue. Il admettra qu'il connaissait Marie-Claire, qu'il savait qu'elle stationnait tous les jours sa voiture sur le parking, et qu'il connaît également le crassier d'Inchy, car il va régulièrement pêcher là-bas. Son alibi pour ce jour-là est qu'il travaillait le matin, que l'après-midi, il a regardé la télé, et le soir, il dit être allé passer la soirée chez sa sœur pour jouer à la belote. Sa sœur, interrogée à son tour, dira qu'il n'était pas chez elle. La perquisition à son domicile ne donnera rien, et il ne fournira pas d'aveu. Alors il sera relâché. Mais contre toute attente, le 28 janvier 1992, soit à peu près 2 mois après la fin de sa garde à vue, Jean-Claude revient à la gendarmerie pour porter plainte. Il dit avoir reçu une lettre anonyme, écrite avec des lettres de journaux découpés, et où il est inscrit « J'ai tout vu », 3 petits points. Puis, quelques jours plus tard, une seconde lettre, plus explicite cette fois. « Tu es l'assassin, je t'ai vu ». Une enquête de personnalité révèle également que quelques années auparavant, Jean-Claude aurait violé une jeune fille de 14 ans. Il est donc de nouveau placé en garde à vue. Au sujet de son alibi, il déclare désormais qu'il était chez lui devant la télé, et il continue de clamer son innocence. L'ambiance est tendue lors de la garde à vue et les enquêteurs veulent faire craquer le suspect. Et à leur question posée au conditionnel « Et si c'était vous, qu'auriez-vous fait ?» Jean-Claude répondra qu'il aurait abordé pour lui demander si c'était une fille facile. Il se serait alors embrouillé, il aurait baissé son pantalon, puis trou noir. Il l'aurait traîné, puis jeté dans son coffre, et ensuite amené à Amphi. Une fois là-bas, il aurait remarqué qu'elle ne respirait plus, il l'aurait brûlée, puis aurait reposé la voiture sur le parking de la gare avant de rentrer chez lui. Il sera rapidement présenté devant un juge d'instruction, et il confirmera ce qu'il a déclaré aux enquêteurs au conditionnel lors de sa garde à vue. Jean-Claude est alors inculpé pour tentative de viol et assassinat et incarcéré à la prison de Nevers. Mais contre toute attente, fin mai 1992, rebondissement. Jean-Claude déclare avoir avoué sous la contrainte des gendarmes et clame désormais de nouveau son innocence. De plus, lors de sa garde à vue en 1991, le contenu des questions n'était à l'époque pas retransmis sur les dépositions. La présence d'un avocat n'était pas obligatoire et la garde à vue n'était pas non plus filmée. C'est donc pour toutes ces raisons qu'un an après, Jean-Claude sera libéré. Il faudra attendre le 2 septembre 1994 pour qu'un nouveau suspect soit placé en garde à vue. Son nom est Didier Falcy. Didier Falcy est à cette date déjà incarcéré pour le meurtre de Mathilde Girardot, 20 ans, qu'il a commis le 24 avril 1993 à Chevenon, commune proche de Nevers. Les enquêteurs ont mis en évidence de nombreuses similitudes entre ce meurtre et celui de Marie-Claire. Premièrement, elles ont toutes les deux été retrouvées à moitié dévêtues et avec le bas du corps dénudé, ce qui démontre une certaine connotation sexuelle. Deuxièmement, Béart et Chevenon sont éloignés de 15 km seulement. Troisièmement, le type de ficelle retrouvé sous le corps de Marie-Claire est similaire à celui qu'utilise Didier dans le cadre de son travail. Il est ouvrier agricole. Quatrièmement, Didier est connu de la justice pour avoir agressé une jeune fille dans un train, et aussi pour vol de culotte. Cinquièmement, Didier passe tous les jours devant la gare de Béart pour aller au travail et y rentrer. Pour finir, après examen de son emploi du temps, parti à 18h de son travail le soir du meurtre de Marie-Claire, il aurait pu être à la gare de Béart à 18h30. Mais contrairement au meurtre de Mathilde, Didier n'avoue pas. Et après 9 heures de garde à vue, il est reconduit à la maison d'arrêt de Nevers. Et le 4 août 2000, le juge d'instruction clôture le dossier. 5 ans plus tard, en 2005, après le viol et le meurtre de Karine Verdier, jeune fille de 21 ans dans le Calvados, l'enquête rebondit. Jean-Pierre Gachot a tendu un véritable piège à cette jeune fille qui avait publié une petite annonce pour proposer ses services de baby-sitter. Interpellé grâce à des témoins, il avouera son meurtre.
Lors de cette instruction, un ami de Jean-Pierre déclara aux enquêteurs que Jean-Pierre lui a avoué dans le passé avoir déjà commis un meurtre là où il habitait auparavant, c'est-à-dire à Nevers. Des similitudes sont alors constatées. Les pieds et mains liés, la partie basse du corps dénudée, l'utilisation du véhicule de la victime pour déplacer son corps, mais aussi la culotte disparue. En 91, il passait ses journées à traîner dans les rues de Nevers. Il passait son temps au Gonzague, un bar du centre-ville où Marie-Claire se rendait le vendredi soir avec ses copines. Alors le 16 juin 2010, il est placé en garde à vue. Mais Jean-Pierre nie les faits. L'homme qui a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans clame que si cela avait été lui, il aurait avoué les faits puisqu'il a déjà eu la peine la plus lourde possible. Au bout de 8 heures, le suspect est libéré. Et en 2011, un non-lieu sera prononcé. « 32 ans plus tard, le meurtre de Marie-Claire n'est toujours pas élucidé. Pourtant, dans cette affaire, de nombreux éléments ont été retrouvés, et même si en 91, la science ne permettait pas encore de les analyser, je me pose la question de ce qui pourrait être envisageable actuellement. Si les scellés ont bien été conservés, est-ce que sa jupe, son manteau et ses bottes ne pourraient pas contenir des traces ADN ? Qu'en est-il des mégots prélevés dans le cendrier de sa voiture ? Du sperme retrouvé sur son corps ? Des lettres anonymes reçues par Jean-Claude contiennent-elles un ADN ? Et qu'en est-il de la piste des amants de Marie-Claire ? A-t-on réussi à identifier ces personnes et à vérifier leurs emplois du temps le jour du meurtre ? Qui est son dernier amant et pourquoi ne s'est-il jamais manifesté ? Il semblerait que le pôle Cold Case de Nanterre, créé le 1er mars 2022, s'intéresserait à cette affaire parmi les 240 dossiers qu'ils ont réouverts. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo, la partie théorie. Restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir voter pour la théorie qui, pour vous, est la plus probable. Ce qu'on retrouve dans ce type d'affaires, souvent, ce sont des femmes qui ont des rituels de comportement. C'est pain béni, ça, pour un agresseur sexuel. C'est pain béni. Vous avez le temps de repérer, vous avez le temps de vous préparer, vous avez le temps d'identifier, de choisir votre moment, parce que vous connaissez la séquence totalement. Dans le cas présent, c'est a priori une dame qui avait des habitudes et des rituels. Et donc là, tout ça, j'ai envie de dire que c'est un profil victimologique propre à favoriser ce type d'agression sexuelle. Jean-Claude habite une maison qui se situe très proche de la gare. Il y travaille non loin également. Bref, c'est son quartier. Il a l'habitude d'observer les passants et a repéré depuis quelques jours une femme qui dépose sa voiture tous les matins et qui la récupère tous les soirs sur le parking de la petite gare située en face de chez lui. Un soir, il l'a même déjà suivie jusqu'au petit chemin menant au parking. Le vendredi 25 octobre 91, il réitère. Et une fois enfin arrivé à la hauteur de sa voiture, il se jette sur elle. Et vu leur position et la manière dont il a de la plaquer au sol, elle va très vite succomber d'étouffement. Il la traînera ensuite derrière le talus pour l'agresser sexuellement, et c'est là qu'il y laissera ses bottes ainsi que son manteau. Et pour ne pas laisser son corps littéralement devant chez lui, il la met dans le coffre de sa voiture. Il passe chez lui récupérer de la ficelle et un bidon d'essence. Il prend la voiture de Marie-Claire, l'emmène à un Amphi, lui ficelle les mains et les pieds pour pouvoir la porter plus facilement en bord de Loire. Sa jupe, partiellement attachée, glisse tout le long du trajet et tombe juste avant qu'il la dépose. Il n'y prête pas attention. Il a également pris avec lui le sac de cours de Marie-Claire qui est blindé de papier et qui l'aideront à la combustion. Alors, une fois Marie-Claire posée, il la recouvre de papier, il l'asperge d'essence, jette une allumette et fait demi-tour. Une fois de retour à la gare, il redéposera la voiture où elle était garée, récupérera son sac à main, laissera la portière ouverte et y jettera la clé par terre. Il souhaite récupérer les bottes en souvenir, mais sur le chemin du retour, il pensera que c'est pas une si bonne idée que ça. C'est un peu dur à cacher. Alors il les redéposera dans l'herbe, il gardera quand même le sac à main pour l'argent qu'il contient, ainsi que sa culotte qu'il avait déjà glissée dans sa poche lors de son agression. Et pour ce qui est de son taux d'alcoolémie, j'ai ici une explication. On sait qu'après les cours, Marie-Claire est allée faire du shopping avec une copine, avant de prendre le bus qui l'a menée à la gare de Béart. Mais si Jean-Claude l'a agressée dès sa descente du bus, comment Marie-Claire a-t-elle pu se retrouver avec un taux d'alcoolémie aussi élevé ? Eh bien, on parle beaucoup de son emploi du temps après la sortie des cours, mais qu'en est-il de la journée entière ? Il s'est passé quoi à midi ? Elle a mangé où et avec qui ? Et si Marie-Claire était allée manger avec son amant ce midi-là ? Et s'ils avaient bu un apéro, plus une bouteille de vin tous les deux ? Est-ce que le soir, elle aurait eu encore un taux d'alcoolémie aussi fort ? On peut aussi imaginer qu'après leur shopping, les filles soient allées boire un verre toutes les deux, le temps d'attendre leur bus.
Peu de temps avant sa disparition, elle dit, bon, que je te confie quelque chose, j'ai rencontré quelqu'un. Elle dit quelqu'un de bien, je suis heureuse. Et alors elle dit, je rentre un peu tard le soir parce qu'on se retrouve à un café qui n'existe plus, qui était place Carnot, en face de la maison du fumeur. Et c'est là qu'elle m'avait dit, écoute, samedi prochain, viens manger, on va trouver 5 minutes, je te parlerai. Et malheureusement, ce repas n'a pas eu lieu puisqu'elle était tuée la semaine d'avant. Nous sommes le 25 octobre 1991, il est 18h25 lorsque Marie-Claire descend du bus et rejoint à pied le parking de la gare. C'est là qu'elle a rendez-vous avec son amant. Il l'attend dans sa voiture qui est garée à côté de la sienne, sur le parking, avec une bonne bouteille de vin. Au début, ils se sont rencontrés dans un bar du centre-ville de Nevers, mais c'était un peu risqué puisque Marie-Claire est mariée. Après un rapide rapport sexuel et quelques verres de vin, 1 heure environ s'est écoulée. Marie-Claire est bien consciente qu'elle doit rentrer chez elle, mais elle a le blues et elle se met à pleurer. Et là, comme une évidence, elle lui annonce qu'elle est prête, qu'elle va quitter son mari. Ce soir d'ailleurs, elle va lui dire en rentrant. Puis elle va faire ses valises et elle va aller chez son amant. Le problème, c'est que cet homme vit avec quelqu'un. Mais ça, elle s'était bien gardée de le dire à Marie-Claire jusqu'à présent. Mais au vu des circonstances et à la tournure que prend cette soirée, il a d'autres choix que de lui avouer. Et Marie-Claire le prend très mal. Une violente dispute éclate, Marie-Claire hurle, elle se met à le frapper, et lui, il vrille. Il tente de la faire taire en lui pressant violemment la main sur sa bouche, mais tellement violemment et suffisamment longtemps pour qu'elle en succombe. C'est en quelque sorte un accident, non prémédité. Mais s'il décide d'assumer son geste et de se rendre à la police, il sait qu'il ira en prison et que sa vie sera foutue. Alors, après tout, personne dans l'entourage de Marie-Claire ne le connaît. Qui pourra remonter jusqu'à lui? Et voilà comment il va s'y prendre pour essayer de brouiller les pistes. Il sort le corps de Marie-Claire pour le traîner jusque dans son coffre. Il récupère son manteau et ses bottes qu'elle avait retirées et qu'il ira déposer respectivement sur le parking et sur le chemin un peu plus haut. Il prend la clé de sa voiture dans son sac, va ouvrir le côté conducteur et il jette la clé par terre. Arrivé à Imphy, il récupère dans sa voiture les collants de Marie-Claire avec lesquels il la ligote et son sac de cour. Il récupère dans son coffre le corps de Marie-Claire, qui est vêtu uniquement de son soutien-gorge, de son pull, qui eux n'ont pas bougé, juste de sa jupe, parce qu'elle avait enlevé tout le reste, ses bottes, ses collants, sa culotte. Il récupéra également dans son coffre un bidon d'essence et de la ficelle qui s'y trouvait déjà. Une fois son corps posé au bord de l'eau, il utilise la ficelle qu'il avait pour lui ligoter les bras et les mains. Il ouvre son sac de cour, sort tous les cahiers et recouvre avec ce qu'il peut le corps de Marie-Claire. Il enlève sa jupe et la dépose un peu plus loin, comme son manteau et ses bottes sur le parking, afin d'appuyer l'agression sexuelle. Après l'avoir aspergé d'essence et jeté le bidon non loin de la jupe, il démarre le feu, puis s'en va. Il garde sa culotte restée sur la banquette arrière de sa voiture comme souvenir, ainsi que son sac à main pouvant potentiellement contenir des indices compromettants pour pouvoir remonter jusqu'à lui. Exemple, son numéro de téléphone, un agenda avec des rendez-vous, des tickets de carte bancaire, etc. La victime a pu être repérée par son agresseur, qui aurait ce soir-là attendu patiemment le retour de sa victime. Revenons au 25 octobre 1991, à midi. Marie-Claire a rendez-vous dans un restaurant de Nevers pour déjeuner avec son nouvel amant, cet homme qu'elle venait juste de rencontrer. Et si Marie-Claire n'avait pas mis fin à sa précédente liaison? On sait qu'elle avait eu plusieurs amants. On est donc en droit de se poser la question. Imaginons que oui, et que cet homme que l'on appellera l'amant régulier serait tombé sur eux par hasard ce midi-là, sans que Marie-Claire ne s'en aperçoive. Qu'il aurait bu, cogité toute l'après-midi pour se décider à aller l'attendre à 18h30 à la gare de Béart, là où elle récupère sa voiture chaque soir avant de rentrer chez elle. Pour l'effet de surprise, il laisse sa voiture dans une rue adjacente et l'attend, cachée derrière l'abri de l'arrêt du train. Lorsqu'elle arrive à sa voiture et qu'elle ouvre sa portière conducteur, il débarque de nulle part dans l'obscurité. Marie-Claire sursaute et en fait tomber sa clé. Au début, elle a de la peine pour lui. Elle sait aussi qu'elle n'a peut-être pas fait les choses dans les règles et elle se sent fautive, alors elle s'excuse.
Elle partage même avec lui la bouteille d'alcool qu'il boit depuis qu'il l'attend. Et puis, au fil des minutes, la conversation dégénère, car l'amant régulier est de plus en plus alcoolisé. Arrive le moment où il commence à la toucher un peu partout et à se frotter à elle. Et c'est parce qu'elle refuse et qu'elle le repousse qu'il pète un câble et qu'il se jette sur elle. S'ensuit un meurtre par écrasement et un post-mortem. Lorsqu'il se rend compte de ce qu'il a fait, il est déjà trop tard. Son premier réflexe est alors de cacher son corps derrière le talus et aussi d'enlever les vêtements qui traînent au milieu. Il prend donc son manteau qu'il jette plus loin. Il récupère ainsi ses bottes et son sac à main et partira en courant en direction de sa voiture. C'est une fois sur le petit chemin du parking qu'il pensera que ses bottes ne lui serviront à rien et qu'il les déposera sur le bas-côté. Une fois de retour à sa voiture, il ouvre son coffre pour récupérer une bouteille d'alcool et là, il se rend compte qu'il a un bidon d'essence, qu'il avait cela dit complètement oublié, mais qui lui donne également une idée. Parce qu'au final, il ne se sent pas mieux de l'avoir tuée. Ce qu'il veut, c'est qu'elle disparaisse. La suite, vous l'aurez compris, il retourne sur le parking de la gare récupérer Marie-Claire, qu'il met dans son coffre, puis il se rend à Infy, endroit qu'il connaît bien parce qu'il y allait pêcher de temps en temps. Même mode opératoire qu'on a pu voir précédemment, on la ligote, avec la ficelle, avec son collant, on prend son sac et ses cahiers pour aider à la combustion, on l'emmène au bord de l'eau, et on tente de la faire disparaître en la brûlant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et c'est donc le moment de voter pour la théorie qui vous a le plus convaincu. Théorie 1, agressé par un prédateur sexuel. Théorie 2, une dispute qui tourne mal. Théorie 3, une jalousie mortelle. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Vous y trouverez le sondage que je n'ai malheureusement pas pu intégrer dans la vidéo. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau Cold Case.